Nous allons aborder cette session sans prendre trop de retard, donc je vais faire vite. J'avais prévu quelques diapos, mais du coup je vais les passer un peu vite. Mais qui les voudra me les demandera. Et je tiens à signaler à nos 3 conférenciers qu'ils vont enchaîner leur communication et on proposera un temps ensuite de débat, d'échange à la fin. Voilà, de façon à ne pas couper. Voilà. Alors, j'avais commencé en vous marquant quelques... Bon, je suis la représentante donc des SHS dans ce colloque. Enfin, non pas des SHS, c'est une toute petite partie. Et dans la littérature, il est fait état de l'image que l'on a de la vieillesse. Alors, vous voyez que depuis la nuit des temps, eh bien, ce ne sont pas des images très positives, malheureusement, mais strictement négatives. Il en est de même dans les arts, que ce soit la peinture et la sculpture. Et tout ceci, évidemment, nous indique des prolongements que va avoir cette stigmatisation de la vieillesse, avec ce parti pris de partir des arts et de mon domaine de compétences. Et notamment, vous voyez, à travers, illustré par cette citation de Charles Baudelaire. Alors, c'est un peu auto-centré sur la personne âgée. Et je n'oublie pas qu'ici, nous allons discuter non seulement des personnes âgées, mais des personnes âgées porteuses de pathologies psychiatriques. Et pour elles, là, ça va être la double peine. La double peine parce que double stigmatisation. Et comme vous pouvez le voir à travers cette illustration, eh bien, cette stigmatisation va générer exclusion, isolement, solitude, etc. Alors, on va tenter à travers cette session d'aller au-delà du rideau. Alors, pour l'enfant, c'est par curiosité. Pour nous, ce sera pour découverte, peut-être. Et derrière le mur, eh bien, voir qu'est-ce que l'on va pouvoir se profiler. Alors, je ne sais pas si l'amour sera la solution, mais en tout cas, davantage d'humanité, ça c'est certain. Alors, je vais présenter rapidement donc nos 3 conférenciers. Je vais commencer par Stéphane Raffard. Nous avons de Montpellier, parce qu'il y a des prophètes chez nous, donc pourquoi ne pas faire jouer cela aussi. Donc, Stéphane est professeur de psychologie clinique scientifique à l'université. Il est également praticien dans le service universitaire de psychiatrie adulte du CHU de Montpellier, où il dynamise de façon très conséquente la recherche. Il a toujours 3000 idées à l'heure. Il va nous parler de schizophrénie. C'est un spécialiste hautement reconnu par ses pairs dans ce domaine-là. Et on a tenté, à travers des liens professionnels et amicaux, j'ai essayé, moi, de l'aspirer un peu vers la partie plus psychologie du vieillissement, et notamment, il s'est intéressé aussi aux trajectoires de certains patients, et notamment de patients schizophrènes âgés. Ensuite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le professeur Carlos de Mendoza Lima. Il nous vient de Lausanne, et chef de service de psychiatrie du centre médical de Jura. Ses travaux sur l'agisme et sur la stigmatisation sont internationalement reconnus, connus et reconnus. Il nous traitera de la stigmatisation et des pathologies psychiatriques, donc chez les personnes âgées, selon, si j'ai bien compris, le fil rouge suivant, qui sera une approche de la santé fondée sur les droits de l'homme. Enfin, le professeur François Viala, que je remercie infiniment, qui est montpelliérain également, mais qui est une haute personnalité de la faculté de droit de Montpellier. Il va nous livrer précisément ce regard de l'homme de droit sur la psychiatrie, du sujet âgé toujours, et notamment à l'épreuve de la norme. Alors, là encore, si j'ai bien compris, il va nous traiter de l'émergence à la reconnaissance légale des droits des malades, mais ce qui ne va pas sans poser quelques questions, dont je pense qu'il va au moins nous les insuffler. Je ne sais pas s'il aura des réponses. Mais comment nous, les professionnels de santé, pouvons-nous relever le défi suivant qui consisterait
à répondre à cette injonction paradoxale, hein, de soigner, mais tout en respectant la liberté du patient, et le droit et la liberté des patients. Je ne prends pas davantage de temps. Donc, voilà, notre petit étudiant vient m'aider, c'est super. Non, mais ce n'est pas toujours les profs qui doivent bosser quand même aussi. Allez. Et je passe de suite la parole au professeur Stéphane Raffard. Donc, il n'y a pas de tribune, je suis désolée, Stéphane. Merci Marie-Christine, c'est parfait. Ok, non, il n'y a pas de souci. C'est avec ça? Avec ça, ouais. Ok, super. Donc, déjà, merci au comité d'organisation locale. C'est un grand honneur d'être invité ce jour. Merci au président, merci à la faculté de droit, à la faculté de psychologie. Je vais aller directement. J'ai combien, Marie-Christine? J'ai un quart d'heure? Waouh, super. Non, je n'y arriverai pas. Donc, je vais essayer de vous parler de schizophrénie et vieillissement et essayer de pointer on va dire les points de tension dans cette problématique très rapidement et même poser cette question, est-ce que le vieillissement est problématique dans la schizophrénie? Je vais y revenir, donc très rapidement. Alors, ok, donc mes conflits d'intérêts rapidement, voilà, on va dire obligé, donc je vais mettre rapidement, tac, on passe. Alors, déjà, premièrement, je pense que c'est ultra important, c'est qu'on a toujours cette idée que la schizophrénie, c'est une pathologie qui apparaît à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Les données ne montrent pas exactement ça. Premièrement, on parle aussi pareil de late onset schizophrénia, de very late onset schizophrénia. Et quand on regarde les données un petit peu au niveau des débuts, au niveau de la schizophrénie, il y a quand même une particularité, c'est que tous les âges de la vie, on peut avoir, évidemment en diminuant en vieillissant, mais l'apparition de symptômes schizophréniques. Et on a quand même une particularité, notamment au niveau des femmes, c'est la question de la période 45-49 ans, où on voit en fait, où il y a une augmentation de l'apparition de troubles schizophréniques. Donc ça, c'est assez important, notamment avec l'hypothèse des oestrogènes, notamment facteurs protecteurs. Donc c'est quand même assez important de voir ça, parce qu'on va parler de la question de l'accompagnement tout au long de la vie. Et on va voir que, puisqu'on est dans la stigmatisation, que c'est juste catastrophique, et je vous rassure, du début jusqu'à la fin. Donc c'était très bien qu'il y ait les représentants de l'ARS, puisque peut-être que justement, il y a beaucoup de réunions qui vont se faire, mais je vais vous donner des données de la littérature et que nous avons. Alors, je vous rassure aussi, nous n'avons pratiquement aucune donnée en France sur le sujet. Alors, très rapidement, je vais vous parler un petit peu d'évolution au cours du temps des troubles schizophréniques. Donc, très rapidement, 3 groupes de symptômes, je simplifie. Hein. Les symptômes positifs, anormaux par leur présence, c'est tout ce qui est hallucination, idée délirante. Hein. Quand on parle de schizophrénie, tout le monde voit idée délirante, entente de voix, etc. Mais on a aussi les symptômes négatifs, c'est les symptômes anormaux par leur absence, tout ce qui est amotivation, apathie, émoussement des affects. Et on a aussi les symptômes de désorganisation, notamment de la pensée et du langage. Alors, ce ultra important, c'est que ce qui est souvent le plus impactant, on va y revenir, ce sont les symptômes négatifs. Par contre, ils ne dérangent pas. Et c'est exactement pareil, vous savez, par exemple, dans le vieillissement problématique ou dans les EHPAD, ce qui dérange, c'est plutôt les déambulations, ce genre de choses. Mais la personne qui reste dans sa chambre un peu toute la journée, c'est pas trop gênant. Et c'est un peu pareil pour les troubles schizophréniques. Alors, comment évoluent les symptômes de la schizophrénie au cours du temps? Et là aussi, on a très peu de données parce qu'on a très peu de cohortes de suivi longitudinales. La dernière vient d'être publiée avant-hier dans l'American Journal of Psychiatry, qui est de durée de 25 ans. C'est la plus longue qui existe. Alors, si on regarde l'évolution des symptômes dans le temps, on va revenir, on voit qu'en fait, il y a plutôt une diminution, ou plutôt entre diminution et stabilité des symptômes positifs et négatifs à court terme, c'est-à-dire dans les premières années après souvent du fait de l'introduction de traitements pharmacaux. Mais quand on regarde au long terme, on voit bien que les symptômes positifs vont varier. On ne sait pas toujours pourquoi ils varient. Alors, on y reviendra, facteurs de stress, non-adhérence au traitement, des choses comme ça. Et les symptômes négatifs, hélas, restent
relativement constants. Et je vous rappelle, avec les troubles cognitifs, j'y reviendrai, ce sont les premiers prédicteurs de l'autonomie. Et il n'y a aucun traitement pharmaco actuellement, et même psychologique, sur les symptômes négatifs. Donc en gros, on va avoir ces symptômes qui vont perdurer tout au long de la vie, et on n'a pas actuellement beaucoup de traitements, pharmaco ou non pharmaco, relativement efficaces. Ensuite, concernant l'avancée en âge, là je vous donne sa méta-analyse sur le sujet, mais en fait on a un résultat plutôt contradictoire. Donc globalement, c'est pas toujours très bien comment évolue la symptomatologie des troubles schizophréniques. On a plutôt tendance à penser qu'il y a une stabilité des symptômes négatifs et plutôt une diminution. Et mais vous avez aussi d'autres éléments, et ça les cliniciens se rendent bien compte, c'est notamment sur certains types, notamment de troubles délirants, notamment ce qu'on appelle les délires systématisés, vous savez, bien construits, qui eux, ont plutôt tendance à se stabiliser, à se chroniciser un peu avec le temps. Tandis que les symptômes de désorganisation ont plutôt tendance à diminuer. Mais tout ça, en fait, vraiment, on ne le sait pas si bien que ça. Bon. Par contre, ce qu'on sait bien, symptômes négatifs, pas grand-chose. Alors, moi, je vous parlais rapidement aussi d'un autre symptôme assez important, c'est la question des troubles cognitifs. Donc, je suis psychologue, donc c'est quelque chose aussi qui est ultra important. Le premier prédicteur du fonctionnement en vie quotidienne, encore une fois, ce sont les symptômes négatifs, principalement les troubles cognitifs. Alors, comment évoluent les troubles cognitifs ? Alors, globalement, on sait que, déjà, premièrement, les troubles cognitifs, ça prédit tout ce qui est autonomie, hygiène. Ça, il faut bien comprendre. Les gens qui travaillent notamment avec des pathologies neurodégénératives le savent bien. On a mis du temps à se rendre compte que la schizophrénie, ce n'était pas qu'une question de voix, et pas qu'une question d'idées délirantes, c'est aussi un problème de cognition. Trouble neurodéveloppemental, pas besoin de revenir là-dessus. J'en parlerai un peu plus sur la question de l'efficacité des interventions. Par exemple, vous voyez, pour la capacité de travailler. Qu'est-ce qui fait que les gens puissent travailler ? Dans 100% des études, les troubles cognitifs prédisent. Les symptômes positifs, pas toujours, les symptômes négatifs, pas toujours. Ok ? Donc ça, c'est encore une fois une chose importante. Alors, comment ça évolue les troubles cognitifs dans le temps dans la schizophrénie ? Premièrement, c'est qu'il faut bien comprendre que les troubles cognitifs, majoritairement, sont présents avant le premier épisode. C'est-à-dire qu'une fois que le premier épisode apparaît, en fait, on va en discuter, il y aura une relative stabilité. Tout se passe avant. Ça, ce sont des papiers qui ont été publiés. On voit des apparitions, même avant 8 ans, quand on regarde le fonctionnement intellectuel. Ça, ce sont des choses assez claires maintenant qui apparaissent. Et dès le départ, dès 8 ans, on voit que le groupe qui va développer une schizophrénie a un QI beaucoup plus bas. Ok ? Je vais y arriver avec ça. Comment évoluent les troubles cognitifs globalement ? Ce qui est important, c'est qu'ils apparaissent bien avant les symptômes. Ça apparaît avant les symptômes. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas trop comment faire, comment repérer. Toute la question des ultra-high risk, c'est toute une question dans la littérature de repérer les choses. Mais en fait, c'est les troubles cognitifs qui apparaissent, qui précèdent. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils vont être prédicteurs pendant la phase, vous savez, prodromale, de transition entre ceux qui sont à risque de développer une schizophrénie. Ce sont des prédicteurs de transition de la schizophrénie. Alors, globalement, les données, là aussi, on n'a pas énormément de données, mais en fait, c'est stable. Donc souvent, vous savez que le terme initial, c'était la démence précoce, etc., avec tout le débat avec Bleuler sur la question de la stabilité. En fait, c'est stable. Jusqu'à 50 ans, on sait qu'à peu près les troubles cognitifs sont stables. Et comment ça va évoluer ? En fait, on ne sait pas toujours exactement comment va évoluer les troubles cognitifs. Ce qu'on sait, les Américains ont étudié, alors il y a des biais, parce qu'en en fait, il y a un sous-groupe de personnes qui est institutionnalisé, qui va... Je sais pas si ça marche. Ouais. Vous voyez, ça, ce sont les personnes avec maladie d'Alzheimer ou MMS. Et en fait, et ça, c'est en orange, ce sont les personnes qui ont des schizophrénies. Et ce qu'on va avoir, c'est qu'au bout d'un moment, c'est qu'il y a un sous-groupe de patients qui va commencer à décliner de manière massive, mais ce sont des patients qui sont hospitalisés. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas actuellement si ils sont hospitalisés parce qu'ils ont des gros troubles cognitifs, ou est-ce que, parce qu'ils sont institutionnalisés, ils développent des troubles cognitifs. Impossible pour l'instant d'y répondre, et je crois que je reviendrai sur le parent pauvre un petit peu pour moi de l'étude de la schizophrénie vieillissante, c'est la question des études et des moyens, évidemment, pour avoir des cohortes de suivi. Et voilà, donc ça c'est important, et ce qui est important, c'est que les populations âgées non institutionnalisées ont une évolution cognitive plutôt stable par rapport à la population générale. Ok ? Donc, profil hétérogène avec une variable clé qui est l'institutionnalisation.
Voilà, et je rappelle aussi des méta-analyses, 2 fois plus de risque de développer une démence dans le cadre des pathologies schizophréniques. Et on sait bien en clinique courante, comme c'est difficile quand vous avez des fois des personnes qui ont un trouble schizophrénique, de savoir qu'en est-il du processus potentiellement neurodégénératif qui va se mettre en place. Pas toujours simple à évaluer. Et évidemment, on parle de stigmatisation, vous allez voir, on va évidemment parler de la question de l'accès aux soins, notamment somatiques, dans la schizophrénie, qui est pour moi certainement le problème numéro 1, pour moi, pour les spécialistes. Voilà. Là aussi, je voulais vous parler un peu de rémission par des symptômes. Ben ça, c'est un papier qui vient de sortir il y a 2 jours dans l'American Journal of Psychiatry et qui dit bien, pour moi, qui dit bien encore une fois les choses de ce qui se passe au niveau de l'accompagnement. Donc, ils ont comparé population générale sur plus de 25 ans. C'est la plus grosse étude longitudinale sur le sujet. Qu'est-ce qu'on a? La trajectoire la plus courante pour les personnes atteintes du trouble du spectre de la schizophrénie est celle d'une absence de rémission et de guérison. Alors cette étude va un peu à l'encontre d'autres données qui montraient que certains groupes pouvaient s'améliorer. On va y revenir sur la conclusion des auteurs, ce n'est pas la mienne. Rémission, rétablissement inférieur à certaines études précédentes, mais limité au niveau du temps, etc. Par contre, ce qui était très clairement pointé par la question des auteurs, c'était cette cohorte était prise en charge, était largement limitée à la pharmaco. Alors vous allez voir que je ne vais pas être ici en position en tant anti-pharmaco et avec le clivage habituel français, je suis pour ou je suis contre. Ce n'est pas le sujet, ça va être question de répondre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette cohorte avait très peu accès, en fait, à d'autres prises en charge. Et je vais d'abord vous parler un petit peu un peu après des prises en charge. Et puisqu'on parle encore de stigmatisation, moi je vais aussi parler, au-delà de schizophrénie, ce n'est pas que des symptômes, c'est aussi beaucoup de problèmes somatiques. Pourquoi tout à l'heure je vous disais que ce n'était pas un problème tellement que ça, le vieillissement ? En fait, pour une donnée très très simple, espérance de vie moyenne pour les hommes, c'est 59,9 ans. Le gap dans la littérature pour une personne qui a une schizophrénie, j'ai vu personne manifester, je dis sur ça aux étudiants, je vois personne manifester avec des pancartes en disant c'est scandale. C'est moins 15 ans. C'est moins 15 ans. Pour les hommes et pour les femmes, évidemment, avec cette petite différence. En France comme aux États-Unis, on a à peu près ces données. Alors, il peut y avoir plein d'explications, mais comment on a des explications, notamment au début de la maladie, c'est principalement le suicide. C'est-à-dire que les jeunes personnes c'est le suicide, mais en fin de vie, il va avoir des problèmes, notamment métaboliques, pour plein de raisons, manque d'activité physique, la question soins, mais aussi une autre cause bien démontrée, c'est le problème de l'orientation et de la connaissance des personnels médicaux et non médicaux en psychiatrie sur la question des problèmes physiques. Je dis souvent combien des fois moi j'ai vu de personnes, de dames qui avaient un diagnostic de schizophrénie. Alors est-ce que vous allez avoir votre gynéco chaque année? Ben non. Et le problème de l'orientation. Je ne vous parle pas évidemment des durées d'hospitalisation réduites qui ont été mises en évidence dès que vous avez un diagnostic dans les soins somatiques. Et très beau papier sorti récemment chez nos collègues belges qui ont beaucoup travaillé aussi dans la question du Covid. Moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur la question du Covid et de la vaccination anti-Covid-19. Personnes avec schizophrénie qui étaient plus à risque de développer des formes graves et qui étaient moins vaccinés, notamment en France. Et pas parce qu'ils étaient contre se faire vacciner, puisque nous on a étudié ça, mais parce qu'on ne leur proposait pas. En Belgique, ils ont proposé systématiquement le vaccin anti-Covid-19. Hop, ils ont rétabli les trucs. Ce n'était pas parce que c'était méfiant ou pas. À réfléchir sur ces questions-là. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi on ne propose pas? Parce que les professionnels de soins somatiques les considèrent comme non hygiéniques, négligents envers eux-mêmes, difficiles à comprendre et non observants. Je n'ai pas dit que c'était total. Vous voyez, le but, c'est pas de dire que c'est faux. Pas. La question, peut-être. Mais la question, c'est comment on fait pour résoudre ça? Et là aussi, on parle. Et on a souvent parlé avec la question. À Montpellier, ils ont développé une licence. Marie-Christine a développé une licence sur les soins gérontologiques. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a une formation qui est nécessaire, mais qui n'est pas nécessaire. C'est toujours chez les psychos, c'est chez les ASH et chez même les secrétaires, tout le monde se concerné. En conclusion, rapidement, aussi pour la question de la prise en charge. Moi, j'ai juste dit le World Psychiatry 2021. Plus gros journal du monde de psychiatrie, et Mario Mage, le président. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la prise en charge des personnes avec schizophrénie est remarquablement stéréotypée. On donne un antipsychotique à peu près, et puis en général, et puis pas moi, pas le psychologue de Montpellier, là, du coin, là, du quartier. Et il vous dit ensuite que d'autres interventions, notamment comme la thérapie comportementale et cognitive, eh ben, c'est pas proposé.
On va y revenir, après c'est pas une question de formation, il y a plein de raisons. Mais pas que. Autre chose, des données bien évidentes d'efficacité sur la question de la rémission, les approches de psychoéducation. Eh bien la psychoéducation, les données sont extrêmement claires, ça baisse la rémission, c'est pas moi, c'est l'ancienne psychiatrie, je veux dire, encore une fois. Ça baisse les hospitalisations, ça diminue les rechutes. Est-ce que dans tous les hôpitaux, on a ce genre de choses? Eh bien, je vous garantis, moi je viens de la Colombière, on a maintenant un financement ARS grâce à ça. On a mis des années à mettre ça, et on a encore beaucoup de gens qui sont récalcitrants avec ces approches-là, malgré l'efficacité très claire. Et puis en début d'année, qu'est-ce qui est sorti? Une Cochrane Database Review, on peut critiquer ce qu'on veut, elles sont quand même très exigeantes. Efficacité des TCC en début de la prise en charge. C'est la première fois qu'on a une Cochrane qui montre clairement l'intérêt des thérapies comportementales et cognitives, avec toutes les limites. Ça n'a rien de magique. Je vous dis juste qu'il y a des choses. Cochrane Database Review, je renvoie là-dessus. Et je terminerai aussi avec ça, un papier qui est sorti en même temps, il y a 2 jours dans l'American Journal of Psychiatry, sur la question de la remédiation cognitive et sur l'efficacité au long cours. Eh bien, encore une fois, même si on a des effets small, eh bien, ça dure dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement un petit peu de tout ça? Et je conclurai, c'est que pour moi, la première stigmatisation qu'il y a dans les données, clairement pour moi, c'est, ok, il y a des représentations, que là, on va en parler très très bien, mais il y a un problème, c'est qu'il existe des traitements efficaces, et ce, à tous les âges de la vie, très clairement. Pardon, c'est par là que je passe. Voilà. Que la recherche, dans la schizophrénie vieillissante, c'est le parent pauvre. Moi, je pense que c'est vraiment le parent pauvre. Marie-Christine, professeur Génargeau, me disait beaucoup, bon Stéphane, quand c'est que tu bosses sur les populations vieillissantes? Je veux bien, mais où c'est que je trouve les financements? Comment on fait? Tout le monde, on sait tous que c'est pas toujours simple. Les PHRC ne financent pas des suites de cohortes, ils financent des interventions. Voilà. Et ce qui est pour moi très très clairement, c'est qu'à tous les âges de la vie, une approche centrée sur le rétablissement, avec des approches qui accompagnent pas simplement avec les traitements pharmacaux qui ont évidemment leur utilité, mais pas que, semble absolument une nécessité. Et tout ça, même quand les personnes ont 40, 50, 60, 70 ans. Et hélas, ce n'est pas toujours le cas pour plein de raisons. Voilà. Et en même temps, il faut quand même se pointer ça. On ne sait pas tellement l'efficacité des prises en charge non pharmaco, de l'activité physique, parce qu'on a peu d'études et peu financées. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Merci pour votre attention. Alors, bonjour à tous. Pour moi, c'est un honneur d'être ici avec vous. Je remercie. Vous écoutez? Oui? Bon. Alors, je suis très content d'être parmi vous. Je suis très, très satisfait de voir le nombre de personnes dans cette salle. Ce qui veut dire peut-être que le sujet intéresse de plus en plus les gens. Non seulement personnellement parce que nous tous vieillissons, mais parce que aussi notre responsabilité comme professionnels de la santé mentale de prendre en charge non seulement les personnes âgées, mais le vieillissement de la population comme un tout. Je pense que cette approche elle est très importante. Et je voulais féliciter donc les organisateurs du congrès. C'est marrant, j'ai été au premier, au troisième et au cinquième. J'ai un problème avec mon père. Apparemment. Tant le professeur Nargeau, professeur Vandel, tous qui sont donné la peine d'être ici. J'ai l'habitude de dire que tout le monde a un père et une mère. Professionnellement, j'ai 2 mères, la France et la Suisse.
Ce sont les deux pays qui ont contribué à ma formation en psychiatrie et en psychiatrie de l'AG. Je rends hommage donc ici à la francophonie de ces deux pays qui m'ont apporté beaucoup, complété ensuite par l'espace lusophone, puisque j'ai été professeur aussi à Rio et à Portugal, à Guimarães. Aujourd'hui, on me propose de parler de stigmatisation. Je vous parle comme responsable de la section de psychiatrie de l'AG, ou de la personne âgée, de l'Association mondiale de psychiatrie. C'est à cette qualité que j'ai été invité. Je m'adresse à vous, disant que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Le stigme disons, accompagne l'homme depuis son développement, depuis qu'on est chasseur-cueilleur, étant donné qu'on définissait un terrain de chasse pour notre groupe familial, le groupe dans lequel on s'identifiait, et tous ceux qui entraient dans notre espace devaient être stigmatisés, marqués et expulsés. En fondant les grandes civilisations, nous avons appuyé sur une langue commune, une religion commune, une organisation économique et politique commune, et tous ceux qui n'en partageaient pas étaient stigmatisés et mis à l'écart. Donc je pourrais dire que la paranoïa est propre de l'homme. Hein? Et ainsi, en revenant à notre sujet aujourd'hui, stigmatiser, c'est en fait un mécanisme de défense propre qui peut être acceptable sous conditions. Ce qui n'est pas acceptable, ce sont les conditions et les conséquences de la stigmatisation. Donc, par rapport à l'identification et marquer le groupe des personnes âgées par un stigme, ceci en français a donné le nom agisme, qui est une forme de stigmatisation que l'OMS définit comme étant la discrimination et préjugés fondés sur l'âge qui touche principalement les personnes âgées. Mais pourquoi personnes âgées? Parce qu'en fait, le problème de l'âge, vous pouvez être stigmatisé tout au long de votre vie. Les enfants peuvent être stigmatisés, les adultes peuvent être stigmatisés dans le contexte où ils se trouvent. N'est-ce pas? Ce qui est important, c'est de savoir qu'il est très fréquent. Une personne sur deux exerce, en certaine façon, une pression de stigmatisation d'intensité modérée et élevée. Nous, ici, dans cette classe, à gauche, vous stigmatisez, à droite, vous ne stigmatisez pas. C'est une façon drôle de dire que même dans le service de santé, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être stigmatisateurs. Donc l'agisme, le fait de stigmatiser à cause de l'âge, englobe 4 concepts principaux. La stigmatisation, c'est ces processus de marquage, les stéréotypes, qui sont les croyances généralisées sur le vieillissement, les préjugés, qui sont les sentiments négatifs par rapport au vieillissement, et la discrimination, qui est la privation des droits des personnes âgées du fait qu'elles sont âgées. Dans le domaine de la santé, c'est intéressant de voir que l'agisme a un concept très biomédical, disant que le fait que nous vieillissions, nous devenons fragiles, nous devenons plus consommateurs de soins puisque nous sommes plus malades, nous sommes fragiles, etc. Donc les personnes âgées coûtent cher. C'est le corollaire qui vient et qui va dire que les personnes âgées, donc, puisqu'elles coûtent cher, en certains moments de pénurie ou de crise, sont les premières qui sont remises à l'écart. Covid a été une époque où on a vu ça clairement, comme les personnes âgées ont été, surtout en début de l'épidémie, mises à l'écart des soins en plusieurs pays du premier monde. Donc, ce que l'OMS commence à proposer, c'est que nous devons sortir d'un modèle de créer les soins, de créer une offre de soins basée dans le besoin, mais basée sur le droit. C'est un changement qui est en train de se faire au niveau des Nations Unies, non seulement à l'OMS, mais aussi dans le Haut Commissariat pour les droits de l'homme. Dans ce récent document qui est sorti en fin de l'année dernière, c'est clairement dit par le président de l'OMS que la volonté politique, les investissements et les actions plus importantes sont désormais nécessaires
pour faire évoluer le système de santé vers des approches fondées sur le droit et plus sur seulement les besoins de santé. Il existe nombre croissant d'exemples de services de santé mentale communautaires fondés sur le droit, et former le personnel de santé pour penser d'abord aux droits du patient, non seulement à ses besoins, c'est fait de plus en plus urgent. Quelles sont les conséquences de l'agisme? D'abord sur la santé, puisque nous privons les gens d'accéder aux services de santé, et en secondo, parce qu'il y a un impact négatif sur la santé et même une augmentation de la mortalité. Stigmatiser tue. Soyons clairs avec ça. Ensuite, dans le bien-être, bien sûr que la définition de l'OMS sur la santé, c'est le bien-être psychique, physique, mental, social et peut-être spirituel, hein, et qui, au fait que nous diminuons donc par la stigmatisation l'accès au bien-être, nous portons préjudice à la personne. Nous excluons les personnes qui sont stigmatisées de la société. Ça veut dire que les possibilités pour participer et contribuer avec la société, nous le perdons quand nous stigmatisons. Finalement, le coût économique, puisque on va induire les gens à prendre retraite principée, on va les mettre au chômage, il y a sous-emploi, et il y a des pertes économiques. Un deuxième pilier que je voulais vous parler, quand on parle de stigmatisation, c'est la notion de la dignité, du respect de la dignité des personnes qui en soignent. Donc la dignité d'un soin, c'est le soutien du cadre éthique et juridique qui est nécessaire pour aider une personne qui est en train de perdre son autonomie, son indépendance. La base de ce respect de la dignité, c'est l'empathie et la compassion. Ce tableau, il est sorti hier. C'est très intéressant. Il montre que nous pouvons partir dans la notion de pitié quand nous sentons tristes ou regrettons que quelqu'un est dans le besoin, à une position de sympathie dans laquelle nous ressentons ce que vous ressentez, ce qui n'avance pas, disons, notre évolution dans le système de santé. C'est à partir du moment que nous avons l'empathie, ou que je sens ce que vous ressentez avec vous, et que nous passons à la compassion, c'est quand je suis ici pour vous aider, que nous pouvons faire évoluer le système de santé. Donc, soigner de la dignité est important, parce que si nous n'incluons pas dans les politiques de santé le principe de dignité, nous allons avoir les attitudes et le comportement de stigmatisation, nous allons avoir des mauvaises politiques, incomplètes, mauvaises, et nous allons limiter l'accès aux soins des personnes qui ont besoin. Le troisième pilier que je voulais vous aborder, c'est le déterminant social de la santé mentale. C'est-à-dire, il y a une déclaration de l'Association mondiale de psychiatrie sociale qui dit qu'il n'y a pas de bonne santé mentale sans un bon environnement social, économique, physique. Ça veut dire que nous pouvons promouvoir la santé mentale agissant sur le milieu. Les déterminants sociaux de santé sont les conditions dans lesquelles les individus naissent, vivent, progressent, grandissent et vieillissent. Et ils sont façonnés pourquoi? Par les ressources qui sont disponibles dans la communauté, la façon par laquelle nous utilisons ces ressources et la volonté politique de les utiliser. Donc ce sont les décideurs qui peuvent effectivement influencer dans l'utilisation de ces ressources. Et ces déterminants sociaux de la santé peuvent déterminer l'apparition des troubles ou l'évolution des troubles que les personnes portent. Donc, pour l'Association mondiale de psychiatrie, promouvoir une psychiatrie basée sur le droit, c'est basé sur trois principes fondamentaux. Les droits de l'homme, la dignité dans le soin et un impact sur les déterminants sociaux de la santé. Parlons un peu des droits. La France a un berceau de la Déclaration des droits de l'homme. Nous avons on doit ça à la France. Merci la France. Mais on va se faire référence ici à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a été approuvée dans l'Assemblée générale qui a été présidée par M. Evat, qui est là, et par Mme Roosevelt, Eleanor Roosevelt, qui est là, qui a été une donné une très grande contribution à la formation de cette déclaration. La déclaration, vous savez, il y a 30 articles. Notre deuxième article dit: chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés programmées dans la présente déclaration, sans distinction aucune.
notamment des races, couleurs, sexe, langue, religion, opinion politique, toute autre opinion d'origine nationale, sociale, etc. On ne fait pas référence à l'âge. Ça, c'est une grande lacune de la Déclaration universelle. Ça veut dire qu'en 1948, le problème de l'âge n'était pas un problème de société. Bof, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, l'espérance de vie était de 60 ans, donc écoutez, l'âge, ça passe à la poubelle. Par contre, certains groupes ont commencé à déclarer que ça c'était injuste parce que la population allait vieillir. Il fallait faire attention. D'où le contexte historique. Disons, comment est-ce que le droit de l'homme et le droit des personnes âgées a évolué depuis lors. Donc en 1948 déjà, tout de suite après cette déclaration, remarquant qu'il y avait une lacune, il y a les déclarations de droits à l'âge avancé qui a été faite, très sommaire, succincte, mais c'était un début. C'était la première pierre. La deuxième pierre a pris presque 20 ans. C'était la première Assemblée mondiale du vieillissement qui a eu lieu à Vienne et qui va commencer un processus dans lequel on se trouve encore aujourd'hui. En 1991, les 5 principes de l'ONU sur le droit de vieillissement des personnes âgées a été déclaré 5 points. L'indépendance, la participation, les soins, l'épanouissement personnel et le respect de la dignité. Bon, 95 est venu, il y a une assemblée générale de l'ONU, les personnes âgées sont parmi le groupe, il y a une reconnaissance par l'ONU que les personnes âgées sont le groupe le plus vulnérable de la population. En 99, c'est l'année internationale des personnes âgées. On était, Armin et moi, là déjà en train de travailler au centre collaborateur de l'OMS pour cette année mondiale. 2002, deuxième assemblée mondiale du vieillissement à Madrid. Et là, il y a un plan d'action qui est déterminé et dans lequel nous sommes encore là-dedans. Donc le plan international d'action sur le vieillissement de Madrid va poser les jalons pour reconnaître que les droits des personnes âgées doivent renforcer la Déclaration universelle des droits de l'homme à travers, en premier lieu, la création d'une force TAREF, une task force, ils appellent Open End and Working Group on Aging, qui se réunit à New York une fois par an, tout le mois de mai, depuis 2011. Bon, je vais accélérer un tout petit peu. Qu'est-ce que cette force TAREF vise? Elle vise à créer une convention complémentaire à la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi une convention est importante? Parce que quand on fait une déclaration telle que Madrid avait fait, est important que tous les pays signataires du plan puissent promouvoir l'âge avancé, faire le nécessaire pour améliorer les choses, mais personne n'est contraint à le faire. Tandis que quand on signe une convention, on est dans la situation d'être contraint. Ça veut dire, si vous ne faites pas ce qu'on dit de faire et ce que vous dites que vous allez faire, vous allez être puni par l'ONU, d'une certaine façon. D'accord? Je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a déjà quelques conventions. La première, ça a été celle pour protéger les femmes. La Déclaration universelle ne protégeait pas assez les femmes. Donc, en 1979, il y a eu la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination envers les femmes. En 1989, ça a été le droit de l'enfant qui a été reconnu. En 2008, et ça c'est important pour nous, c'est la Convention de droit des personnes avec déficience. Ça, nous appliquons, et c'est appliqué par le gouvernement actuel. Et nous exigeons donc, notre groupe, une convention pour les personnes âgées. La dernière convention, la dernière rencontre a eu lieu donc mois de mai, 22 à 24 mai 2024 à New York. Et nous avons contribué, je vais vous montrer comment. Mais qu'est-ce que c'est l'Association mondiale de psychiatrie? La France est le berceau de l'Association mondiale de psychiatrie. En 1950, premier congrès à Paris, à la Sorbonne, Delay, Deniker et d'autres ont fondé cette association à la sortie de la guerre pour, disons, moraliser notre discipline, étant donné ce que les psychiatres ont fait pendant la guerre de tous côtés a été horrible. Donc il fallait mettre un peu d'ordre dans la maison. Ça, c'était le premier objectif, mettre de l'ordre dans la maison de psychiatrie. Aujourd'hui, l'Association mondiale de psychiatrie a 70 sections scientifiques,
elle fait des programmes d'enseignement, etc. Surtout, il y a des déclarations et des textes très forts sur l'éthique, la pratique éthique de la psychiatrie. Par son importance, elle est reconnue au niveau de l'ONU comme un partenaire fiable. Donc, nous avons de rapports formels. Ils sont invités régulièrement par l'ONU à donner notre opinion sur les processus divers en santé mentale. Et en plus, là, il y a une déclaration de l'Association mondiale de psychiatrie qui dit que tout psychiatre occupe une position dans la société telle qu'il est un des meilleurs défenseurs de droits des personnes avec troubles mentaux. Donc, nous avons l'obligation de défendre ses intérêts. On n'a pas le droit de se taire. Okay? Donc ça, s'il vous plaît, vous sortez d'ici avec cette notion. Vous êtes tous porteurs d'amélioration, non seulement des soins, mais aussi des droits de vos patients. L'histoire de notre effort de collaborer avec cette réduction du stigme commence à Lausanne, quand à l'époque j'étais responsable du centre collaborateur de l'OMS pour les personnes âgées, et qu'en 2002, nous avons publié, l'OMS et l'Association mondiale de psychiatrie, un document sur la réduction du stigme et de la discrimination envers les âgés. Ce document, il est très important, il est très cité encore aujourd'hui. Il y a plus de 10 000 citations dans la littérature, donc il a été reconnu comme valable. Mais il fallait aller en avant. En 2019, j'ai été élu donc président de la section de psychiatrie de l'âgé à l'Association mondiale de psychiatrie, et j'ai dit, seul, on ne fait rien dans le monde, il faut se créer des partenariats, et le partenariat le plus important pour moi, c'est l'International Psychogeriatric Association. Nous étions un groupe de 40 psychiatres, aujourd'hui nous sommes 100, mais l'IPA a une tradition très grande de collaboration dans le domaine de la psychiatrie de l'âgé. Elle n'a pas accès à l'ONU et nous avons l'accès à l'ONU. Donc nous avons commencé à collaborer de façon à faire progresser les choses au sein de l'ONU. En décembre 2020, c'était déjà au Covid, nous avons fait un webinaire ensemble pour dénoncer les problèmes de violation des droits des personnes âgées pendant la Covid, et l'année dernière, nous avons fait un deuxième. Mais c'est surtout, en 2021, un numéro spécial du American Journal of Psychiatry que nous avons consacré tout entier au problème du stigme, et je vous invite de consulter. Il y a plus de 14 articles dans tout le domaine qui va même des aspects généraux des droits de la personne âgée. Bien, on aborde le climat, le problème des femmes, le droit au travail, etc. Ce document, cet article, cette revue est presque un livre sur les aspects alertes de toutes les situations que nous avons abordées. Mais plus, nous avons été attentifs ces 2 dernières années au fait qu'au sein de l'Office du Haut Commissariat des droits de l'homme, il y a un expert indépendant qui prépare des documents pour informer l'Assemblée générale de l'ONU sur des points divers par rapport aux droits et à la violation des droits des personnes âgées. Donc, elle demande des inputs, c'est-à-dire demande que les associations diverses l'envoient des documents précis. Il y a une date d'entrée, une date finie pour envoyer ces documents. Et nous avons donc contribué, IPA et nous, à plusieurs documents qui, certains ont été publiés, vous pouvez les consulter dans la littérature, pour qu'à l'Assemblée générale de l'ONU, ils soient informés de ce qui se passe sur le terrain. Cette année, nous avons envoyé 4. Un, nous avons publié sur les crises humanitaires, en particulier les guerres, qu'est-ce qui se passe avec les âgés dans les guerres, dans le problème de l'épidémie, catastrophes naturelles, comment est-ce qu'on peut mieux défendre les intérêts des personnes vulnérables, et ainsi va. Donc, ces 4 documents ont été envoyés et cités par cette expert indépendante élue à l'Assemblée générale. Ces 4-là seront maintenant au mois de septembre à New York. Donc, nous avons fait approuver par l'Association mondiale de psychiatrie un document exigeant la Convention des droits de l'homme des personnes âgées. Et finalement, nous avons fondé une alliance globale pour promouvoir
les droits de l'homme, une médecine, une psychiatrie des droits de l'homme. Et ensuite, à Oxford, il y a l'Institut éthique qui vient de créer la semaine dernière un groupe d'experts qui va réfléchir et servir comme référence pour enseigner, comment enseigner les droits de l'homme et une médecine pratiquée basée dans le droit de l'homme. J'ai dit que 22 mai à New York, nous avons fait le dernier groupe le 14e rencontre du groupe de réflexion sur l'âge. Et finalement, on a pondu, après 14 années de travail, une recommandation claire en ONU, et ce sont eux qui doivent se prononcer maintenant en novembre, si on va vers une convention ou pas. Si cette décision est prise, ce sera un énorme progrès. Ça a pris 14 ans de travail. Très bien. Bon, comme conclusion, je vous ai montré que le problème de stigmatisation de l'âge est terrible, il est fréquent, il y a des conséquences majeures, a besoin tout le temps de recherches pour démontrer les évidences par rapport à ce qui s'y passe avec les âgés. Nous exigeons un instrument contraignant international pour obliger les pays à respecter les lois de l'âge. Et je dois dire que, pendant ces peu de minutes que j'ai parlé, le monde a gagné 7700 enfants, d'après l'ONU. Elle a perdu 3500. Donc la population n'arrête pas de grandir et de vieillir. Donc c'est à nous d'agir, à nous tous ensemble. Merci. Très bien, le temps étant compté, des remerciements non nominatifs, mais du plus profond du cœur, pour ceux qui viennent de loin et ceux qui, comme moi, sont des régionaux de l'étape. J'ai le plaisir de jouer à domicile, dans ma faculté, dans mon amphithéâtre Jean Moulin, et c'est un immense plaisir de voir que la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité, c'est un petit peu comme beaucoup de convictions. Il y a les croyants, il y a les pratiquants. Et je suis content d'être pratiquant parce que de tous les débats que j'ai déjà entendus, je me suis enrichi, au sens figuré. Je suis universitaire. Et vous allez voir que je vais dire à peu près la même chose, mais de là où je parle. Et de là où je parle, c'est du droit français et francophone de la santé. Je suis un privatiste, ça parlera aux quelques juristes qui sont là, pour parler de psychiatrie du sujet âgé à l'épreuve de la norme, en me demandant d'ailleurs si le sujet ne devrait pas être inversé, le droit confronté à. Parce qu'il y a un droit, il existe un droit positif qui est très souvent d'ailleurs fantasmé avec une illusion de la norme, mais c'est la question de la santé mentale et celle du sujet âgé qui pose question aujourd'hui au droit, avec le sentiment qu'on est un peu dans une fable d'Ésope ou de La Fontaine, hein, la tortue à la poursuite d'un lièvre, la tortue étant très probablement le droit, mais à la fin, c'est la tortue qui gagne. Tout ça pour dire que le temps du droit n'est pas le temps médiatique, n'est pas le temps scientifique, n'est pas le temps politique, n'est pas le temps économique, même s'il y a une accélération de l'histoire et une accélération de la formation du droit. Évoquer aussi des publications récentes, notamment la santé mentale en France, et je sais que certains ici ont contribué à cet ouvrage de plusieurs centaines de pages, et je précise que je n'ai pas
ni de conflit, ni de lien d'intérêt, je n'aurai pas de droit d'auteur si vous l'achetez. Alors, parlons des vieux. Méfiez-vous des vieux. Méfiez-vous des vieux en bande dessinée, vieux fous, les vieux fourneaux, la bière au fada, que les Marseillais connaissent bien, et puis bien tous nos stéréotypes autour de cette question du vieillissement. Je vais passer très rapidement, parce que moi je vais vous parler du côté de Norma et de Régula. Alors, ne soyez pas étonnés si le diaporama est illisible. Il a été fait sur Mac, et quand il passe sur PC, parfois il y a des choses un peu incongrues. Norma, l'équerre, Régula, la règle, pour ceux qui ont fait des lettres anciennes. Et quand il faut mesurer les rapports sociaux dans une vie en société, eh bien on a emprunté les mots de la géométrie. Norma, mesurer un angle, Régula, mesurer la distance d'un point à un autre, et bien finalement ça marche aussi sur les rapports des hommes et des femmes d'une société, faire société. Ça nécessite des normes, ça nécessite des règles, ça nécessite des limites. Et je rappelle que l'étymologie de limes, limitatis, limitis, c'est chemin, sentier. C'est un sentier forestier, les limites. Ça permet de cheminer et de vivre ensemble. Ce ne sont pas que des obstacles, les limites. Et le droit, effectivement, pose parfois des limites à certains comportements. Sauf que toutes les règles de droit toutes les normes dans une société donnée, pour un temps donné, toutes ne sont pas des règles de droit. Nous obéissons à des normes qui ne sont pas des normes juridiques. Qu'est-ce qui fait qu'une norme devient juridique ? Bien, c'est le caractère pas drôle du droit, c'est son caractère sanctionnable. Et très souvent, on a l'illusion de la norme parce qu'on a créé de la norme, fais pas ci, fais pas ça, oui, mais on ne sait pas sanctionner. Règlement de fonctionnement, règlement intérieur, tel comportement est interdit dans le service, ouais. Et vous faites quoi si je le fais ? Je suis un juriste un peu transgressif, un peu tordu pour du droit. Que fait ici le droit ? Talleyrand Périgord lui répondit, il fait que vous y êtes, il fait que nous y sommes, il est à sa place. Pourquoi ? Parce que Durkheim l'a parfaitement dit, c'est un mécanisme d'encadrement du fait social. On devrait donc s'intéresser aux faits sociaux. Aux faits sociaux, quel fait social ? Le vieillissement. Alors le senior glorifié dans nos sociétés tant qu'il consomme. Le vieillard, personne âgée dépendante, que l'on refoule en périphérie, non plus dans des asiles, mais dans des établissements d'hébergement. La folie, la déraison, l'insanité d'esprit, le normal, l'anormal, l'inséré, l'exclu, le valide, l'invalide, le capable, l'incapable, l'autonome, le dépendant, l'accueilli, l'habitant, le fort, le vulnérable, etc. Tout ça, ce sont des faits sociaux. Je n'ai pas le temps, je n'en parle pas. Faire du droit, c'est parler des textes, c'est d'abord étudier le contexte. Il y a le contexte, il y a les textes. Le contexte, c'est d'abord celui de situations dégradées. Moins de soignants, plus de patients. Et la pyramide des âges nous conduit à penser que grâce au magnifique progrès de la médecine, nous serons de plus en plus nombreux à être de plus en plus âgés. Sauf si la loi sur l'aide à mourir règle la question, mais c'est une autre problématique. Moins de soignants, plus de patients, dans une structuration de notre système de santé, de nos établissements, de nos professions, qui utilisent une phrase « chacun à sa place », alors qu'il faudrait utiliser une autre phrase « chacun à sa place ». Selon que vous utilisez la préposition avec l'accent grave ou le verbe avoir au présent de l'indicatif, vous ne dites pas de la même chose. Ça s'entend pareil, ça n'est pas la même chose. Hiérarchisation, protocolisation, pas d'autonomie pour les auxiliaires. Seulement les professions de santé, 4e partie du Code de la santé publique, en sont exclus un certain nombre de professionnels, non pas de santé, mais de la santé. Là où nous, juristes, nous disons qu'il faudrait peut-être aussi partager de l'information, du secret, des interventions non médicamenteuses. Oui, mais non.
hiérarchisation. Donc c'est une question d'accent. C'est aussi des injonctions paradoxales, on en a déjà parlé. Il faut individualiser la prise en soin. C'est le droit d'accéder aux soins nécessités par mon état de santé. Article L 1110-1 du Code de la santé publique. Mon état de santé, mon tension, ma tasse, mes TC, nos voleurs, notre, votre, leur, adjectif possessif. Je ne suis pas un groupe homogène de malades, de séjours. Je ne suis pas un quinquagénaire, tendance sexagénaire, entrée légère, surcharge pondérale. Pourquoi il rit? Je suis unique, vous êtes unique, j'ai le droit d'accéder aux soins nécessités par mon état de santé, oui, dans des prises en charge standardisées et protocolisées. Et on vous demande d'individualiser de façon standardisée. Je pense que les spécialistes de santé mentale peuvent porter un diagnostic sur le texte. On vous demande d'assurer la sécurité des patients, mais de garantir leur liberté. Les mêmes textes. C'est le grand écart. Dans le Midi de la France, on a une autre expression que je ne prononcerai pas, le cul entre deux chaises. Assez inconfortable. Le contexte, c'est plus de vulnérabilité, dépendance accrue, vieillissement accru, chronicité. On parlait de pathologie somatique, oui, bien entendu. Ça n'est pas parce que le patient âgé est porteur d'une pathologie mentale qu'il ne va pas présenter d'autres pathologies et il va présenter les mêmes pathologies que les sujets dits sains, avec plus de chronicité et, oui, l'espérance de vie fait qu'on est de plus en plus malade et de plus en plus longtemps et qu'on coûte de plus en plus cher et que le ministère de l'économie peut devenir à ce moment-là le ministère des économies. Et ce n'est pas tout à fait la même philosophie politique. Le constat et le contexte, c'est une hypermédicalisation, une hypertechnicité de la médecine, des modèles dépassés, établissements d'hébergement, oui, on y rentre de plus en plus vieux pour de moins en moins de temps, fort heureusement, puisqu'on est de plus en plus longtemps autonome à domicile, oui, mais il faut à ce moment-là aller vers, est-ce qu'on a les outils pour aller vers? On en parlait. C'est la démographie des soignants qui est problématique et c'est le constat de Didier Sicard, peu à peu, la médecine moderne a fini par considérer la maladie plutôt que le malade. On va donc essayer d'enfoncer des portes ouvertes. Est-ce que le droit contribue à ce phénomène? La maladie passe devant le malade. Le contexte, on entend souvent c'était mieux avant. J'y étais pas. Mais je sais lire. Si je te disais que l'autre soir m'a battu, m'a foutu des calottes, il t'a battu, m'a battu, je le jure, Jean Gabin, Pierre Freinet, les vieux de la vieille. C'est le fils qui lui a foutu une taloche. Pourquoi? Parce qu'il se comporte mal. La position des vieillards n'était pas toujours enviable. D'ailleurs, la position des enfants non plus. Je suis né, j'ai vécu dans un lit à barreaux, je finirai dans un lit à barrière. J'ai mangé sur une chaise haute attachée, je finirai attaché au fauteuil. Enfants, nous venons, enfants, nous tournons, dit la Béline dans le regain de Giono. On retombe en enfance. C'est le retour des interdits de l'enfance. Pourquoi je suis privé de dessert? Verbatim dans un EHPAD, un vieux monsieur qui avait une prescription de menu diabétique. Lui, il voulait manger un éclair au chocolat. C'était dimanche, il avait un yaourt. Comme il a essayé de piquer l'éclair au chocolat de son voisin avec sa fourchette et qu'il a, à raison d'une pathologie neuroévolutive, un petit peu abîmé le voisin, on lui a dit « monte dans ta chambre ». Moi, on me l'a fait quand j'étais enfant et adolescent. Privé de dessert, monte dans ta chambre. Oui, je ne dis pas que je le méritais, j'étais un petit peu rugbyman dans l'âme déjà à l'époque, mais j'aimerais pas finir comme ça. Quand les vieillards retombent en enfance, c'est sur l'enfance qu'ils retombent, et comme l'enfance est sans défense, c'est toujours l'enfance qui succombe. Je sais, c'est beau, mais c'est pas de moi. un certain Prévert, me semble-t-il. Les vieillards retombent en enfance. Fais pas ci, fais pas ça. Et la pathologie mentale
n'améliore pas la situation. Avec des outils qu'on interroge pour préserver la liberté d'aller et venir, puis-je utiliser le collier GPS de mes chiens de chasse sur des sujets âgés? Mais c'est une vraie question, parce que l'outil n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est la main qui tient l'outil, ou plutôt le cerveau qui guide la main qui tient l'outil. Je ne suis pas contre les nouvelles technologies, au contraire, je veux leur redonner leur qualification d'outil. Mais il serait vain de dire que ça ne sert à rien. Encore faut-il qu'on ait des études et donc des financements. Il y a deux choses qui font tourner le monde, hein. Le sexe et l'argent. À l'université, il n'y a plus d'argent. Le contexte, c'est aussi s'interroger qui est chez qui. Quand je suis au domicile et qu'on vient vers moi, quand je suis en établissement et qu'on vient dans ma chambre, je suis chez moi. Vous êtes sur votre lieu de travail. Et croyez-moi, moi qui ai beaucoup d'employés de maison, dans ma très grande maison, ils ne font pas la loi, hein. Ils sont chez moi. Qu'est-ce qui change dans un contexte d'hospitalisation? Hospitalis domus, la maison d'accueil. Hein? Parfois, il faut voir l'accueil. Hein. D'abord, on mange mal. Oui, mais ils ne sont pas là pour manger. Enfin, quand ils sont là de façon viagère et qu'ils finiront leur vie dans ce service, cette USLD, cette EHPAD, il y a quelques plaisirs qu'il ne faudrait pas oublier. Hein. D'ailleurs, avec un ami en soins palliatifs, on a mis en place un protocole de vin de vie pour humecter les patients asséchés avec du pétrus, du cheval blanc. J'ai fait un contrôle qualité sur un Pétrus 66. Intéressant. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit? Et curieusement, ils veulent moins mourir vite. Moi, effectivement, j'ai des années d'avance sur le traitement. Donc, ambivalence de la médecine, ambivalence du droit, ambivalence peut-être au pluriel, même si ça ne s'écrit pas comme ça. Hein. Vieillissement des patients porteurs de pathologies psychiatriques, oui, mais pathologie psychiatrique à révélation tardive aussi, premier enjeu. Et puis vous le disiez, attention, soma, séma. Il y a quand même la question de l'accès aux soins somatiques qui est aussi le parent pauvre. Alors que dit le droit sur tout ça? Qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est quelque chose d'assez technique, contrairement à ce que peuvent penser certains. On ne fait pas un peu du droit n'importe comment, on ne l'invente pas. Il y a une hiérarchie des normes, la pyramide de Hans Kelsen, entre autres. Hein. Au sommet, le plus important, c'est du lourd, constitution, bloc de constitutionnalité, ensuite bloc de conventionnalité, les traités, les conventions internationales, le bloc de légalité, la loi, expression de la volonté générale, votée par le Parlement, en dessous le bloc réglementaire, et puis ensuite il y a les usages, les coutumes, notamment les usages professionnels, les cultures professionnelles qui peuvent conduire à des choses très bizarres. Le respect de sa propre intimité et de celle d'autrui est nécessaire. À ce titre, les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées dans l'établissement psychiatrique. Je ne dirais pas où c'est. C'est une ville qui finit en Hac et qui est près de Bordeaux. Jurisprudence célèbre. Alors, il n'y a pas que les vieux qui soient... Hein, tous les jeunes ont le droit d'avoir une intimité. Les flirts et les relations sexuelles sont interdits. Les flirts, corruption anglaise d'un mot de vieux français, fleureter, compter fleurette. Il est interdit de flirter. Alors vous imaginez, pour pécho, c'est assez compliqué. Les relations sexuelles sont interdites dans l'établissement. C'est ici un service d'addictologie d'un grand CHU du sud de la France, dont la première lettre est M, et qui n'est pas Marseille. Donc on lit encore cela. C'est du droit. C'est du droit autoproclamé par les acteurs. Et je vois bien pourquoi ils le font. Sauf que vous rentrez dans la chambre, surprise, dans le lit ça bouge. Comment vous sanctionnez la transgression de cet interdit? Avez-vous le droit d'interdire l'exercice d'une liberté fondamentale?
C'est toutes les questions que se posent le droit et les juristes. Alors revenons à quelques fondamentaux textuels. Nous sommes des obsédés textuels, vous l'avez bien compris. Des textes en santé mentale, des textes en médico-social, personnes âgées, et puis des textes dans le Code civil. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, 32.11.2 du Code de la santé publique, une personne hospitalisée avec son consentement en soins psychiatriques dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles qu'un patient hospitalisé pour une autre cause. Somatique, psychiatrique, il n'y a pas de différence. Si vous étiez des étudiants en droit, je vous dirais « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ». Si la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Et là, on vous dit « ne distinguez pas, ce sont les mêmes droits, les mêmes libertés, quelle que soit la pathologie, quel que soit l'âge ». Ah oui, mais en pratique, oui, je vous parle d'ici, de ma position de juriste. Et je sais que c'est compliqué. Pourquoi ? Bien parce que c'est un pari qui est fait. C'est un objectif. On sait très bien que c'est pratiquement inatteignable. Mais vous avez cet objectif qui vous est fixé, ce GPS qui vous est donné, ou ce GBS, hein, c'est du gros bon sens. Hein. Alors bien entendu, lorsque le patient est en soins psychiatriques sans consentement, avec hospitalisation à temps complet, il peut y avoir des restrictions. Restrictions non pas à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, mais des restrictions à l'exercice. Jouir de droits, exercer ses droits. Capacité de jouissance, capacité d'exercice, ça n'est pas la même chose. Il y a une restriction à l'exercice des libertés individuelles. Attention, elles doivent être adaptées, nécessaires, nécessité. C'est quoi la nécessité ? C'est le caractère de ce qui ne peut pas ne pas être. On ne peut pas faire autrement, absence d'alternative. Adapté, nécessaire, proportionné. À quoi ? Au manque de personnel ? Non. À l'état mental de la personne et conjonction de coordination à la mise en œuvre du traitement. Il faut donc que ce soit nécessaire à la mise en œuvre d'un traitement au regard de l'état mental de la personne. Alors on peut restreindre les libertés. Ah mais oui, mais en pratique, je sais. Je sais. Les lois, c'est aussi des lois récentes, notamment la loi du 8 avril 2024, avec une curieuse concordance des temps. 8 avril 2024, loi pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Dans le même temps, adoption du projet de loi sur l'aide à mourir. Parfois, il faut faire attention à la concordance des temps. C'était un peu déstabilisant pour les juristes. Bâtir la société du bien vieillir et la société de l'autonomie. Promouvoir la bientraitance. Lutter contre les maltraitances. Garantir les droits fondamentaux dont on parlait précédemment. Renforcer l'autonomie par l'application du principe de subsidiarité. Toute prise en soin entre dans le champ de la subsidiarité. C'est d'abord l'autonomie, subsidiairement ça peut être la protection. Mais le principe c'est qu'on maintient l'autonomie. Et c'est d'ailleurs ce qui apparaît dans le Code de l'action sociale et des familles, notamment sur le monde du handicap, mais surtout du sujet âgé. L'exercice des droits et libertés individuelles est garanti. La personne, en tout état de cause, se voit assurée. Respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale. Ça vient d'être rajouté, conséquence du Covid, où on a eu le grand enfermement. Et on n'a pas pu voir ses parents, on n'a pas pu les accompagner, on n'a pas pu les inhumer. Droit au maintien de la vie familiale, respect de son intimité. Comment ça, les vieux fous ont une intimité? Oui, et c'est un droit fondamental qui est légalement garanti. Préservation et protection de sa sécurité, et là c'est à nouveau le grand écart, et de son droit à aller et venir librement. Liberté d'aller et venir. Dont certaines pratiques de type contention pourraient poser question, j'y reviendrai, mais je n'aurai probablement pas le temps. 5 minutes, tout va bien, je suis à l'introduction. Mot-clé traite-mot,
autonomie, consentement. Alors l'autonomie vue par le juriste, c'est-à-dire la possibilité de préserver un pouvoir-être. Ce n'est pas vivre selon ses propres normes en niant l'existence des normes communes. Non, c'est préserver un pouvoir-être en assurant la possibilité à chacun, y compris le sujet âgé atteint de pathologie psychiatrique, de se décider par et pour soi. C'est un objectif. On sait très bien que pour certains, ça peut difficilement être garanti. Et on cherche donc l'autodétermination de la personne. La détermination, c'est compliqué, parce que très souvent, on n'a pas le temps. Dans le secteur, c'est le lapin de Alice au Pays des Merveilles, hein, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et nous avons tous intégré cette idée que les professionnels de santé n'ont pas le temps. Sauf que se déterminer, définition par le dictionnaire de l'Académie française, résolution qu'on prend après avoir hésité longtemps, après avoir balancé entre deux parties. Quand j'ai pris ma décision, quand ma décision est prise, j'hésite longuement, écrit Jules Renard. Se déterminer, ça prend du temps. Vous n'en avez pas, mais eux, ils ont tout le temps. Deuxième injection Covid ou pas? Comment ça, il faut leur redemander leur consentement? Ben oui, c'est un nouvel acte. Mais vous vous rendez compte du temps perdu à le gagner? Oui, bien sûr. Parce que la temporalité du patient, elle est plus dans Kairos, alors que celle du soignant, elle est probablement dans le Chronos. Et ça va conduire à une fabrique de l'angoisse. Les textes, vous l'avez vu, ne privilégient pas une démarche sécuritaire. Le saint col du fémur, plutôt que la liberté d'aller et venir, que la déambulation. Pourquoi? Bien parce que l'accident survenu au sujet âgé est perçu comme une source potentielle de contentieux, alors qu'à tort ou à raison, et probablement à raison, quand on connaît la jurisprudence, la restriction des libertés expose beaucoup moins à la sanction. Vous avez un accident dans un escalier avec un col du fémur et une personne qui va être hospitalisée, atteinte à l'intégrité corporelle, barème d'Antillac, on sait à peu près combien ça va coûter en dizaines de milliers d'euros de dommages-intérêts. Oui, il a été en contention au fauteuil 14 heures dans la journée avec 2 changes complets pour éviter les débordements. En plus, c'est pratique quand on met 2 changes complets de 2 tailles différentes, c'est que monsieur Viala, il ne peut pas mettre les mains dans la culotte. C'est trop serré. Donc ça évite... Ouais. Ça s'appelle de la maltraitance. Maltraitance, un geste, une parole, une action, un défaut d'action, c'est pas moi qui le dis, c'est le code de l'action sociale et des familles, compromet, porte atteinte au développement de la personne, à ses droits, à ses besoins fondamentaux, à sa santé. L'atteinte aux droits d'une personne est une maltraitance. Quels sont ces droits? D'abord, c'est la garantie de la primauté de la personne. Article 16 du Code civil. La loi assure la primauté de la personne. La personne est première, elle prime sur le groupe, elle prime sur les choses, elle prime sur l'économique. La loi assure la promotion, garantie la promotion de la personne. La personne est première. Primauté de la personne. Primauté de la personne, et puis, descendu des Écritures, de l'Évangile de Jean, Nolim et Tanguéré, protection de l'intégrité corporelle. 2 conditions à la protection de l'intégrité corporelle. Conditions objectives, conditions subjectives. Objectives, pas d'atteinte à l'intégrité corporelle sans nécessité médicale pour la personne. Et comme j'ai plus le temps, je passe pas les diapositives. Prescription ou décision, la contention. Si vous lisiez les débats parlementaires, et je sais que vous ne le faites pas, et sinon je serais très inquiet pour votre santé, mais moi je le fais. Sur la loi de 2016, il y a plusieurs dizaines de pages de travaux parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat où les députés et les sénateurs se demandent isolement et contention, est-ce qu'on met décision d'un psychiatre ou prescription d'un psychiatre? Parce que si c'est une prescription, c'est un acte de soin, c'est thérapeutique. À ce moment-là,
ça entre dans la nécessité médicale, mais on a besoin de savoir si on regarde des données acquises de la science, ça a un jour guéri quelqu'un. Et donc, in fine, on a choisi le mot décision, décision motivée, c'est-à-dire qu'on assure la sécurité du patient, des soignants, des tiers, des autres patients, mais on est dans une démarche de sécurité. Sauf que, in cauda venenum, lorsque la contention n'est pas mécanique, décision, mais chimique, cette décision prend la forme d'une prescription. Et là, on tourne en rond. Et la contention sur le sujet âgé, il s'est installé dans le secteur des sujets âgés, l'idée, c'est une antienne, on entend ce refrain, moi ça fait 30 ans que j'entends ce refrain, il suffit d'une prescription renouvelée toutes les 24 heures. Je vous mets au défi de trouver le texte. Il n'existe pas. Il y a effectivement des recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM sur la base d'une étude de la littérature où il est écrit « La plupart des auteurs considèrent qu'il doit y avoir une prescription renouvelée toutes les 24 heures ». Alors, désolé pour mes collègues universitaires, mais les auteurs ne font pas la loi. On le saurait. Donc, ça n'est pas parce que la plupart des auteurs, la majorité des auteurs disent c'est une prescription médicale renouvelée toutes les 24 heures que ça devient la règle de droit. C'est une pratique et elle est contra legem. Pourquoi ? Pas parce que la loi n'autorise, n'encadre la contention que pour les soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet. Sauf droit pénal pour prévenir d'un danger actuel ou imminent. Actuel, il se produit, imminent, il va se produire. Donc, ça n'est jamais prescrit si besoin. Ça, c'est pénalement répréhensible. Combien de gens sont en prison pour ça ? Aucun. Pourquoi ? Parce que la sécurité prime sur les libertés. Et ça pose, et je conclurai par ça, la dernière question, qui est la question du consentement. Et là, le consentement du sujet âgé atteint de pathologie psychiatrique, il va poser problème. D'abord parce que le consentement de tout patient pose problème. Le professeur Porte écrivait en 1954 « Le consentement éclairé du patient n'est qu'une notion mythique ». Tout patient doit être comme un enfant à apprivoiser, écrivait-il. Parce qu'à l'époque, on apprivoisait les enfants. Donc on a quand même fait du chemin. Mais beaucoup de soignants, je schématise un peu et je provoque, j'aime bien poil à gratter, sont tout à fait d'accord pour respecter le consentement des patients quand ils sont d'accord avec eux. C'est plus compliqué quand on sait que sur le plan de la science médicale, on sait ce qu'il faut faire, mais qu'on a un patient récalcitrant et désobéissant, aurait écrit Henri de Mondeville ou un certain Arnaldo di Villanova, Arnaud de Villeneuve. Le patient est désobéissant. Vous le retrouvez chez Molière aussi. Oui, c'est quoi le consentement ? C'est l'adhésion à la proposition d'un autre. On propose, il dispose. Problème, il y a deux approches du consentement en droit. La première approche du consentement, c'est le consentement du droit des obligations et des contrats. Et ça nécessite une capacité à contracter. C'est Thomas d'Aquin, Summa Theologica, consensus autem voluntatis est actus qui praesupodit actum intellectus. Tout le monde a compris. Consensus voluntatis, l'acte de volonté, est actus est un acte qui praesupponit, qui présuppose, actum intellectus, un acte intellectuel. Et là, on se dit, avec certains pas dire, est-ce pas gagnant? Oui, mais Monsieur Viala, atteint d'une pathologie neuro-évolutive, dans son unité fermée, il fait le mur, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Il fait le mur, il va s'acheter une Ferrari Testarossa dans la concession Ferrari. On pourra remettre en cause l'achat, parce qu'avec sa pension minimum vieillesse, il ne pouvait pas contracter un emprunt et acheter une Testarossa. Enfin, actum intellectus fait défaut, le contrat est annulable, certes. Oui, mais l'acte de soin, qu'il soit somatique ou psychiatrique, ce n'est pas un contrat,
Le consentement dont il s'agit n'est pas celui du droit civil des obligations. C'est une garantie procédurale, je pèse les mots, ils sont de Mathieu Bertrand, hein, une garantie procédurale qui oblige le soignant à respecter un droit fondamental du patient qui apparaît dans un vieil adage descendu des Écritures, « Noli me tangere », ne me touche pas. Dicitei Jesus, noli me tangere, non dum ascendem ad patrem meum. Jésus lui dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Et c'est le fondement de la protection de l'intégrité physique et psychique de la personne. Quand elle dit non, quand elle dit non, voilà, je crois que je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, juste une conclusion. Voilà, vous voyez tout ce que j'avais à vous dire. Une conclusion. D'abord, que fera la loi sur l'aide à mourir? Et je vous renvoie à l'excellent ouvrage collectif auquel certaines ont participé ici, Le suicide de l'Antiquité au XXIe siècle. Et je vous invite en septembre, 4, 5, 6 septembre, Douleurs et souffrances de l'Antiquité au XXIe siècle. C'est gratuit, c'est ici. Et je vous invite à repenser la relation de soins en relisant des textes un petit peu anciens, alors pas nécessairement dans la Septante ou dans la Vulgate, hein, ou de regarder ces quelques tableaux. L'acte de soin est nécessairement, incontournablement, un acte technique, un savoir-faire. Sans ce savoir-faire, le soignant n'est pas un soignant, c'est un charlatan. C'est du savoir-faire, mais c'est aussi du savoir-être. Et puis surtout, chacun à sa place, ne pas oublier, troisième enseignement de la parabole du Samaritain, faire appel à des tiers compétents, pas nécessairement des soignants compétents. Mais ça, vous le retrouvez dans l'évangile de Luc, mais vous le retrouvez surtout dans tous les codes de déontologie, notamment à l'article 32 pour les médecins. Donner des soins consciencieux et attentifs, conscience, attention, savoir-être, conforme aux données acquises de la science, savoir-faire, en faisant appel s'il y a lieu à des tiers compétents, sans oublier le principe de solidarité. Le Samaritain a donné 2 denarios, 2 deniers à l'hôtelier. Et oui, la santé, y compris des sujets âgés atteints de pathologie mentale, ça a un coût. Mais je crains que ça n'ait pas de prix si on veut se préserver nous-mêmes, parce qu'on finira tous là. Merci infiniment François, c'était très belle communication. Il faudra qu'on reprenne ça, mais sur une journée. Alors, voilà, je trouvais dommage d'interrompre notre dernier orateur. Le temps de questions est un petit peu réduit à une peau de chagrin, parce que sinon c'est Stéphanie qui va me taper sur la tête. Donc, voilà, s'il y a 1 ou 2 questions, ou 3, une par orateur, allons-y. Oui, mais il y a une pause. Y a-t-il, monsieur en train de changer les piles du micro. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que une question pour chacun d'entre vous, avec une réponse si possible en un seul mot, voire 2. Quel est le principal frein pour la promotion de la santé mentale des personnes âgées que vous rencontrez dans votre
exercice, ou en tout cas dans votre mission. Argent, institution, temps, volonté publique. Je ne sais pas qui a dit formation, mais on me l'enlève de la bouche. La formation, que ce soit probablement, alors je ne parle pas pour mes voisins, hein, mais en droit et en droit de la santé, désolé, j'ai dépassé les 2 mots, hein, c'est la formation parents pauvres. Pour moi, c'est le stigma. C'est le préjugé. En fait, toute la question est là. On m'avait posé la question, pourquoi ça prend tellement de temps pour progresser? Parce que le temps de législateur et le temps des crises fait que les choses évoluent d'une certaine façon. Et il faut qu'on puisse accepter aussi que les générations passent, elles souffrent, et que la génération suivante, j'espère bien que les gens apprennent avec les erreurs et qu'ils puissent évoluer. Il y a un temps pour cette évolution. D'accord? Ça a pris plus de temps pour les âgés que pour les enfants. La convention des enfants et de la femme a passé devant de celle des âgés. Mais la pression démographique a fait qu'on est devenu vraiment vieux à partir de 1960. N'oublions pas que l'espérance de vie en Europe en 1900 était de 45 ans. Donc, c'est cette évolution-là qui fait que les choses évoluent. Aujourd'hui, la semaine dernière, l'ONU a montré que le dernier portrait de la démographie mondiale montre que l'Afrique produit la moitié des enfants du monde, et qu'en 2050, Niger sera la ville la plus peuplée au monde, 85 millions dans une ville. Comment est-ce qu'on va gérer le vieillissement dans ce tel contexte? Donc c'est à toutes ces questions qu'on doit répondre quand vous posez la question que vous posez. Oui, Stéphane doit répondre. S'il veut, non, bon. Voilà. Moi j'ai une question. Oui, tu avais une question? Moi j'ai une question. Je travaille sur la compétence à consentir avec des outils. C'est-à-dire que la compétence à consentir, Grissot, Applebaum, c'est un truc très très utilisé où on peut évaluer la compétence à consentir. Nous, on a travaillé sur la schizophrénie, on a publié des papiers, on a traduit en français, on a travaillé sur ça, sur la vaccination anti-Covid-19. Donc il y a des mesures pour évaluer ça. Et moi, ce que je vois, c'est ce côté un peu rechigné à évaluer et à dire qu'on peut évaluer la compétence à consentir. Et à dire systématiquement, parce qu'il a un trouble, par exemple, de schizophrénie, un trouble mental, il ne peut pas consentir. Or, il existe des outils. Et moi, personnellement, voilà, c'est comment on fait le droit pour s'armer, comme nous on parle un peu d'évaluation armée, et est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable d'utiliser des outils ou de faire des outils qui existent pour évaluer la compétence à consentir et qui sont très utilisés dans les pays, utilisés dans les pays anglo-saxons? Alors, la réponse est oui. On est invité par le Comité consultatif national d'éthique depuis l'avis 136 à prendre conscience que l'altération de l'autonomie psychique ne signifie pas la perte de toute autonomie. Diminution n'est pas disparition. Et donc, cela n'interdit pas la recherche du consentement, au contraire, ça l'oblige. Mais ça nécessite des outils, parce que le consentement, pour nous, ça passe par la parole. Mais sans parole n'est pas sans volonté. On le voit bien avec certaines pathologies, sclérose latérale amyotrophique, etc. Donc on travaille aussi sur le terrain somatique. Donc qu'est-ce qu'on nous invite à faire? À inventer des outils pour passer de la recherche du consentement à la connaissance ou la recherche de l'assentiment. Avec un biais quand même, c'est que cela nécessite de connaître, de reconnaître, d'observer, d'écrire, et qu'il y a potentiellement quelque chose qui relève du sentir et du ressentir, si les outils ne sont pas effectivement voilà, mais qu'ils existent, mais il faut les faire reconnaître comme étant effectivement des recommandations et qu'on est dans la certitude. Et une fois qu'on a ça, ça permet d'éviter que cette perception du langage non verbal ne soit interprétée par un
professionnel qui agit seul, parce que ça peut être dogmatique. Hein. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Viala? Il gémit, il bouge, il est algique. Ah, il veut me dire ça. Ouais, non, si je le fais seul, c'est dogmatique. Donc ça nécessite de la collégialité, et ça nécessite surtout de la collégialité qui ne soit pas dans un entre-soi. Moi, j'appelle ça réfléchir dans le bocal de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'on a une culture, on a des gens qui prennent plus la parole que l'autre. Et donc, il faut, sur des décisions importantes, faire intervenir le tertium quid, l'œil extérieur. Celui qui va nous dire, vous êtes totalement déconnant, c'est juste qu'il a mal et que si vous utilisiez du Calinox, peut-être qu'il réagirait autrement, ou je pense que vous avez raison. Et donc, on va utiliser ces outils pour passer quelque chose de très objectif, vu par le juriste, le consentement du droit des contrats, à quelque chose qui est plus diffus. Mais c'est tout à fait valable. La seule chose qui est contestée en droit, c'est de faire à la place.